Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Je vais taguer Monsieur Akli Tadjer pour qu'il puisse être présent ce soir. Bonsoir tout le monde, désolée pour cette petite coupure. J'étais en train de guider Monsieur Akli Tadjer pour qu'il soit présent dans le club de lecture et cercle littéraire d'Algérie. Nous revoilà, nous allons redémarrer le live avec notre cher écrivain. Bonsoir, bonsoir tout le monde, désolée pour cette coupure. Bonsoir tout le monde. J'étais obligée d'aller vers notre écrivain pour Akli Tadjer, pour qu'il sache que nous sommes là, dans le club de lecture et cercle littéraire d'Algérie, pour démarrer le live. Alors, notre écrivain sera avec nous dans quelques secondes. Merci pour votre patience. Nous démarrons le live dans un petit instant avec Monsieur Akli Tadjer. Bonsoir tout le monde, rebonsoir. Le temps que tout le monde se connecte de nouveau et nous démarrons donc le live avec notre cher écrivain. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Désolée pour cette petite coupure, j'étais obligée d'aller voir notre cher écrivain qui était peut-être dans un autre groupe où on fait les tests. Monsieur Akli Tadjer est présent avec nous, nos membres commencent à se connecter. Bienvenue à tous, bienvenue ce soir dans Live Rencontre avec l'écrivain Akli Tadjer ce soir. Nous aurons l'honneur de le recevoir et puis de poser vos questions au fur et à mesure, bien sûr. Alors, je vais voir notre écrivain est présent. Alors, je vais inviter notre cher écrivain pour qu'il monte en direct avec nous dans Club de lecture et cercle littéraire d'Algérie. À jour en cours. Bonsoir tout le monde et bienvenue encore une fois. Après, c'est bon? Bonsoir, monsieur Akli Tadjer. Ok, bon, bah, ça marche. Super. Le son et l'image impeccable. Ah bon, bah. Parfait. Super. Ok. Parfait. Alors, merci. Merci pour votre temps, merci pour votre présence ce soir, monsieur Akli Tadjer. Oui. Nous avons beaucoup de membres et beaucoup de fans ce soir, il faut le dire. Hein. Nous avons beaucoup de fans ce soir. Je vais essayer d'être à la hauteur alors. Ah ben comme toujours, vous l'êtes toujours. Monsieur Akli Tadjer, nous sommes déjà ravis. Beaucoup de personnes ont beaucoup apprécié la trilogie d'Adam. Et nous avons d'amour et de guerre, d'audace et de liberté. J'avais dit tout à l'heure que le 3e volume sortira en Algérie le mois d'août. Il est déjà sorti en France. Donc le mois d'août sera présent. Pour tous ceux qui attendent avec impatience le volume 3, ben, ça sera le mois d'août, donc dans quelques jours. Et puis bien sûr, la reine du tango, j'avais beaucoup aimé cette histoire. C'est un one-shot, hein, ok, c'est un one-shot. Monsieur Akli Tadjer, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Nous sommes ravis de vous avoir dans le club de lecture et cercle littéraire. Alors, Monsieur Akli Tadjer, pour ceux qui ne vous connaissent pas, quoique c'est étonnant, qui est Monsieur Akli Tadjer? Ah, il faut que je me présente. Bah, je suis un écrivain parmi d'autres. J'ai écrit 17 romans. Beaucoup sont traduits en suédois, en allemand, en italien, en espagnol, en russe. Voilà, carrière d'écrivain. Super. Et depuis combien de temps vous êtes écrivain, Monsieur Akli Tadjer? Ah ouais. Vous êtes depuis l'âge de 27 ans, c'est ça? Donc ça remonte quand même. J'ai écrit Depuis l'âge de 27 ans, vous avez écrit votre premier roman. Et puis ce roman a été adapté à la télévision. Et j'ai écrit des scénarios pour la télévision française pendant une quinzaine d'années. Voilà. Des scénaristes aussi. Pour quelqu'un qui était destiné à rien faire, j'ai pas arrêté de bosser, quoi, en fait. D'accord. Ça, c'est aucun préjugé, donc je les avais tous, quoi. Et justement, on parle de la dernière, enfin les trois derniers volumes que vous avez écrits, donc la trilogie d'Adam. C'est superbement bien écrit. On vit l'histoire, on vit avec le personnage et comment est-ce que vous avez vraiment mis en relief Adam? C'est incroyable. Il reste un personnage inoubliable. Monsieur Akli Tadjer, comment l'idée est-elle née justement par rapport à cette trilogie?
Et qu'est-ce qui vous a poussé justement pour écrire cette trilogie? Qu'est-ce qui vous a poussé pour écrire une trilogie sur, dire, la guerre de 1914 et au-delà? Non, 39, ça commence en 39. 39, oui, 14, on va parler de ça tout à l'heure. Pourquoi j'ai dit 1914? 14, C'est 1939. 39 et ça finit en 62. La trilogie, en fait, j'ai C'est- une histoire, une histoire du peuple algérien, parce qu'il est question de ça, hein. Même si c'est une histoire française, parce que l'histoire de l'Algérie, on peut dire qu'elle commence à partir de 54, puisque c'est le début de, de, de la guerre d'indépendance, et je dirais même plus, c'est la guerre de libération, en fait, la vérité, elle est là. Et de 39 à 54, c'est une histoire française, en fait. C'est le peuple algérien qui est embringué dans cette histoire du colonialisme et qui subit, et qui va mourir pour une liberté qu'il n'a pas pour lui-même, déjà. Déjà, quand on se resitue ça dans le contexte, on se dit, mais pas que les Algériens, cela étant, hein. Vous avez les Marocains qui ont subi le même sort, les tirailleurs sénégalais. Et quand on dit les tirailleurs sénégalais, évidemment, on parle de tous les Africains subsahariens, comme on dit pudiquement. Mais avant, on parlait d'Afrique noire. On est même allé chercher des gens des Antilles. Pensez 7000 kilomètres, des mois et des mois de bateau, la Réunion, l'autre bout du monde, pour aller mourir pour une liberté qu'ils n'avaient pas, pour mourir pour une liberté française, à la vérité. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce qui est intéressant pour moi si je veux raconter cette histoire en tant qu'Algérien, quoi. J'ai pas envie de raconter la guerre d'Algérie qui a été racontée 1000 fois par et qui. Et moi, j'ai pensé que le regard qui pouvait être nouveau sur la Seconde Guerre mondiale, parce que là aussi, il y a eu des centaines et des centaines de livres écrits justement par des Français, des Américains, des Anglais, des Espagnols, enfin, qui sait. Mais je me suis dit, à travers le regard d'un jeune soldat algérien qui est enrôlé de force pour faire cette guerre, et comment il découvre la France, évidemment, qui n'a rien à voir avec celle qu'il pouvait imaginer, c'est-à-dire la France, l'empire indépassable, invincible, etc., et qui se retrouve dans un monde de chaos. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce jeune Algérien? Voilà, c'est ça que j'ai voulu raconter. Et je me suis dit que ce regard-là, en fait, c'est moi, comment je vois la France. Mais je me suis aussi beaucoup documenté, hein, vous savez. On part pas dans une histoire comme ça en disant, tiens, je vais raconter l'histoire d'un type qui est enrôlé de force et tout. À la limite, ça n'a aucun intérêt, quoi. Si derrière, il n'y a pas l'évolution du personnage, euh, comment il mûrit, qu'est-ce qu'il découvre, qu'est-ce qu'il apprend. Et en fait, il apprend un autre monde. Parce qu'imaginez que ce jeune homme a 20 ans, il aime une jeune femme, etc. Il est arraché à son amour et il se retrouve dans un monde, dans un enfer. C'est-à-dire, vous grandissez très très vite dans ce cas-là. Et vous n'avez plus 20 ans, vous avez 100 ans. En l'espace de 5 ans, vous avez mûri, mais comme tous vos aïeux n'ont pas autant appris en 100 ans de colonisation, là, vous avez compris le monde, comment il marche, et ce que vous êtes dans ce monde. C'est-à-dire, il n'y a rien, c'est déjà pas beaucoup, mais là, vous êtes moins que rien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça qui m'a. Et c'est ça ce qu'on ressent lorsqu'on lit, pour ma part, la duologie, hein, parce que je suis pas arrivée à la trilogie encore, mais j'ai lu la duologie, c'est exactement ce que je ressens en vivant en fait les moments avec Adam. Et les thèmes de l'amour, de la guerre et de l'identité sont très présents dans vos œuvres, hein. C'est ce qu'on retrouve généralement dans cette trilogie. Quel est selon vous le thème qui l'emporte le plus entre l'amour, la guerre et l'identité? Moi, je pense que c'est l'amour. Parce que, en fait, sans l'amour, on n'est rien. Parce que l'amour, c'est un projet d'existence, quoi. Je veux dire, si vous n'avez personne à aimer, si personne ne vous aime, en fait, vous êtes quoi? Vous êtes un tube digestif, vous levez le matin, vous mangez, vous dormez. Et en fait, vous êtes réduit quasiment à l'état d'animal, en fait. Ben, si vous n'avez rien, si vous n'avez pas d'enfants aimés, pas de parents aimés, vous n'avez rien, personne ne vous aime, quel est le sens de votre vie sur cette terre? C'est pour ça que je pense que
l'amour, c'est le moteur essentiel, même si voilà, il y a diverses sortes d'amour. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est plus important et que la guerre et que l'identité. Parce que l'identité, finalement, aussi, elle se forge, elle se renforce en fonction des gens que vous rencontrez, en fonction des pays que vous avez visités. Voilà, ça bouge des choses dans votre tête. Vous apprenez d'autres civilisations, d'autres cultures, d'autres religions. Ça vous, voilà, ça vous forge une autre personnalité et quelque part une autre identité sans pour autant perdre ses racines. C'est pour ça que je suis pas très, comment vous dire, quand on me dit les racines c'est important, c'est important parce que c'est votre histoire, c'est votre passé. En même temps, moi, les racines, ça me renvoie à quelque chose de figé. Vous voyez, vous êtes un arbre, vous avez des racines, mais vous ne bougez pas. Et voilà, c'est pour ça que l'idée de racine, moi, je trouve que c'est plutôt plus important d'aller ailleurs, justement, se détacher de ses racines et découvrir le monde. Parce que au final des finaux, au final des finaux, bon, on n'a qu'une vie finalement. Et si vous restez dans votre quartier, bah, vous ne saurez pas que le monde est. D'accord avec vous. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, dans la psychologie humaine, on dit il y a 3 piliers fondamentaux chez l'être humain pour maintenir l'être humain solide, justement psychologiquement sur Terre. C'est la famille, donc l'amour, et puis la santé. Et en troisième position, à votre avis, c'est quoi? C'est vers Les l'autre. trois. C'est quoi, pardon? Je sais pas, c'est quoi? Quel est le troisième? C'est la religion. Ah oui, pas la religion. Bah, la religion, elle est structurante de votre identité. Tout à fait. Ah, Tout à fait. le monde Exact. selon que vous soyez musulman, juif ou chrétien. Mhm. Forcément. Même pas forcément. On devrait d'ailleurs tous l'avoir de la même manière. Mais il se trouve que les religions sont plurielles, donc. Oui, c'est-à-dire une appartenance. Quand on dit religion, c'est l'appartenance. C'est ça. Il faut que. Un groupe et encore là on peut discuter parce que la religion entre un Indonésien ou un Chinois musulman et un Algérien, il y a un fossé, voilà. Le fossé qui est entre les deux, c'est la culture qui est différente. Effectivement, tout à fait. Et la façon de voir le monde. Et évidemment, vous ne voyez pas la même façon le monde de la même manière selon que vous le regardez assis à droite ou à gauche, même si vous regardez la même chose. Je sais pas. Tout à fait. Monsieur Akritajer, est-ce que vous, de votre côté, vous voyez dans le chat les questions des membres? Moi, je ne les vois pas. C'est bizarre. Non, Si jamais vous voyez les questions, voilà, parce que vous avez beaucoup de fans aujourd'hui qui voudront poser des questions. Chers membres, je suis navrée, je ne vois pas vos questions, mais probablement Monsieur Akritajer répondra après le live par écrit à chacun d'entre vous, hein, Monsieur Akritajer. Merci beaucoup. Alors, nous continuons avec cette belle trilogie, donc la trilogie d'Adam. Comment avez-vous fait vos recherches pour rendre ces périodes aussi authentiques, Monsieur Aklitajer? Bah, en fait, moi, parce que pour vous donner mon père a fait la Seconde Guerre mondiale, enrôlé comme Adam. Et en fait, je voulais raconter un peu son histoire, mais en fait, finalement, je n'ai pas trouvé. Je veux dire, je parle de mon père, mais je n'ai pas trouvé que c'était très. Voilà, c'était un soldat embarqué dans une guerre qui n'était pas la sienne, mais comme on va pas les compter tellement. Et puis, combien en sont morts. Et en fait, ce qui a été le déclic pour moi, c'est que j'ai une amie qui m'a invité un, un soir à une remise de médailles de tirailleurs, enfin de soldats sénégalais, tirailleurs sénégalais en France. Et moi, j'avais pas plus envie que ça, mais comme j'avais cette thématique qui me trottait dans la tête depuis très longtemps, bah, en fait, j'y suis allé et j'ai rencontré donc ces vieux monsieur, quoi, qui devaient avoir, je sais pas, 80 ans, 90 ans presque. Et je discute, ils étaient bardés de médailles et tout. Voilà, regarde, on aurait dit des maréchaux qu'ils avaient fait toutes les guerres depuis que les guerres existent et des médailles, des patatis, etc.
Et je discute avec l'un d'eux et je lui dis, mais vous étiez où sur quel champ de guerre et tout. Alors il me raconte que il a été très vite prisonnier et qu'il a été dans un camp de travail, un front de Stalag. Et je pensais que c'était en Allemagne. Il me dit non, c'était dans le nord de la France. Et je lui dis mais comment ça, des camps de travail dans le nord de la France? Et puis ce monsieur s'en va et ça me trompe de la tête parce qu'en fait, moi je suis né ici, j'ai tout le temps vécu ici, je connais l'histoire de France. Voilà, comme on me l'a appris à l'école, je crois que je la connais par cœur. Et sauf qu'on m'a pas parlé de ça. Et donc le soir, je rentre chez moi, et parce qu'on parle pas de ça, en fait, en France, on a tendance vous savez, tous les pays ont besoin d'un roman national pour exister, quoi, des légendes, etc. Mais évidemment, on va pas parler des pages les plus sombres de l'histoire du pays. Quand vous avez des gamins de 15-16 ans en face de vous, vous êtes prof d'histoire, c'est compliqué de parler de l'esclavage, de la colonisation, de la collaboration, de la déportation des Juifs. C'est compliqué parce que devant vous, vous avez les descendants de tous ces gens-là. Vous avez des descendants de gosses qui ont subi, leurs aînés ont subi l'esclavage. Vous avez des gamins dont leurs aînés ont subi le colonialisme, des Juifs qui ont subi la déportation, des descendants de ces gens-là. C'est compliqué l'histoire de France. Alors on a toujours tendance un peu à montrer tout ce qui brille. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est ma part d'histoire à moi dans cette histoire. Et je sais qu'elle n'est pas très reluisante. Je parle même pas du colonialisme, je parle de mathématiques de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait dans le nord de la France entre 400 et 500 camps de travail réservés aux soldats coloniaux. Et comme en 40, l'armée française, elle s'est rétamée à une vitesse quasi supersonique devant les Allemands. Pour vous donner un exemple, les Belges ont résisté plus que la France. Pour vous dire dans quel état était l'armée française. Il y avait tellement de prisonniers issus des colonies et que les Allemands ne voulaient pas les emmener, les faire prisonniers chez eux, parce qu'ils disaient qu'ils vont nous apporter des maladies, enfin, toutes les théories un peu nazies, etc. Donc, ils ont décidé de les laisser dans le nord de la France pour les faire travailler pour eux. Donc, ils ont construit des camps de travail. Et comme c'était la guerre, ils avaient besoin de leurs soldats, et donc ils ne pouvaient pas les garder. Il y en avait tellement. Donc, ils les ont donnés à garder à des prisonniers français. Ce qui fait que ceux qui les avaient plongés dans ce chaos, dans ce merdier, devenaient en plus leurs geôliers. Et moi, je me suis dit, ça, c'est intéressant, ça. Déjà, c'est une part d'histoire dont personne ne connaît, ni en Algérie, ni en France, ni rien. Et je me suis dit, moi, je vais la traiter comme ça, cette histoire, à travers ce regard, à travers cette violence. Et la vérité m'oblige à dire, c'est que comme ces prisonniers avaient conscience qu'on leur devait faire un boulot dégueulasse, il leur arrivait d'ouvrir les portes des camps le soir pour qu'ils s'évadent. Mais comme 99,99% de ces jeunes gens, parce qu'on parle de jeunes gens, ils avaient 20 ans, étaient analphabètes, mais allez où? Une fois qu'on vous ouvre les portes de ça, allez où? Dans les plaines noires de Picardie ou lire quel panneau? Donc, ils étaient repris et donc emprisonnés, etc., etc. Et moi, je me suis dit, voilà un cadre historique qui est intéressant dont on ne m'a jamais parlé. Et donc, je suis parti dans cette histoire. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours de lecture d'Algérie où des jeunes étudiants, des universitaires travaillent sur d'amour et de guerre parce que c'est une histoire qu'ils ne connaissent pas. Et il est à l'envers. Non. Ah oui, donc je sais pas pourquoi. Bon, je sais pas. Elle est bizarre la couleur. C'est normal, c'est la caméra. Ah bon. Voilà. Il y a voilà. beaucoup de jeunes étudiants algériens qui travaillent sur cette histoire, sur cette part d'histoire qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Et puis, vous avez des questions? Sincèrement, je ne vois pas le chat. Pour l'instant, moi, je pose des questions. Dommage, il n'y a pas de chat pour que les membres puissent poser leurs questions aussi. Je voulais que ça se passe. C'est ce que je fais généralement, c'est open. Quand il y a des gens des membres qui veulent poser leurs questions, surtout qu'il y a beaucoup de fans. Il y a des fans qui sont là.
Donc, on continue. Donc, Monsieur Akli Tadjer, ça c'est intéressant. Hein. Donc, généralement, quand on fait des recherches, on écrit un truc plus ou moins historique. Parce que oui, c'est vrai que c'est historique, mais en même temps, c'est un roman. On peut le voir côté historique. Il était une fois. Hein. C'est un Voilà. roman. Et je vous raconte une histoire, mais il y a un fond historique. Voilà. Mon personnage va évoluer parce qu'il se retrouve dans quelque chose qu'il ne soupçonnait pas possible. Donc, il va évoluer. Comment évoluer dans ce milieu, quoi, dans cet univers qu'il ne pouvait pas soupçonner une semaine à l'avance, quoi. Justement, moi, je le vois côté historique, mais côté aussi romanesque, parce qu'on suit Adam et on veut savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, mais sans trop spoiler avec la belle Zina. euh, il y a vraiment des rebondissements, hein. Il y a beaucoup de rebondissements. Alors, ma question par rapport au personnage, donc le personnage principal, en l'occurrence Adam, évolue considérablement, voire psychologiquement, tout au long de la trilogie, enfin de la duologie pour moi, puisque je n'ai pas encore lu la trilogie. D'accord? Pouvez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Akli Tadjer, nous parler de son développement et de ce que vous vouliez transmettre à travers son histoire à lui, à Adam? Moi, je voulais, à travers son histoire, en fait, parce que comme j'écris à la première personne tous mes romans, en fait, Adam, c'est moi. C'est mon regard, ce sont mes sentiments. Parce que vous avez deux sortes d'écrivains, ceux qui écrivent à la troisième personne et ceux qui écrivent à la première personne. Ceux qui écrivent à la troisième personne sont les bons dieux sur leur histoire. C'est-à-dire, ils sont omniscients, ils savent tout à l'avance de ce qui va leur arriver. Vous voyez? Voilà. Et il y a ceux qui écrivent à la première personne qui sont comme des acteurs qui rentrent dans un rôle. Alors, dans cette histoire-là, j'ai 20 ans et je me retrouve sur un front de guerre. Et j'ai laissé celle que j'aime derrière moi. Et j'ai la chance de savoir lire, de savoir écrire, ce qui est assez rare. Et donc, ça me permet de prendre des notes. J'écris des notes et je me dis que celle que j'aime, Zina, un jour les lira, elle saura ce que j'ai vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Dans son petit carnet rouge. Et voilà, c'est ma façon d'écrire. J'ai besoin d'être le héros. Par exemple, j'ai écrit un roman il y a quelques années qui s'appelle Le porteur de cartable. C'est l'histoire d'un petit Algérien qui est né à Paris, un peu autobiographique, même si c'est très, très, très romancé. Il a 8 ans, c'est la fin de la guerre d'Algérie, et puis c'est un petit porteur de cartable du FLN. Et donc là, j'ai 10 ans, et je suis à Paris, et voilà. Et voilà, je suis dans la peau d'un gamin de 10 ans. Donc voilà, moi, ce que j'aime, c'est à la première personne, et quelqu'un, j'aime comme si c'était la vérité. Oui. Vous écrivez à la première personne, ça je l'ai remarqué dans tous Même vos quand, ouvrages. même quand Pardon? Pardon? oui, Excusez-moi? quand il s'agit d'une femme. Oui, même lorsqu'il s'agit d'une femme, effectivement, dans la Reine du Tango, c'était ça. On vit avec le personnage. Où c'est une femme, une narratrice, et en Suède, ils croyaient que j'étais une femme. Parce qu'ils n'imaginaient pas qu'un homme puisse rentrer comme ça dans la peau d'une femme. Voilà. D'accord, c'est bizarre. Monsieur Akli Tadjer, justement, par rapport à Adam, est-ce qu'il y a un peu de Adam en vous? C'est ça ce que je voulais dire. Est-ce que c'est un petit peu autobiographique? Enfin, non, vous n'avez pas vécu cette époque, ça c'est sûr. Mais c'est juste par rapport au personnage. Oui, pardon. Regards qui sont les miens dans cette histoire. Évidemment que ça n'a rien d'autobiographique, et heureusement pour moi. Mais c'est ma manière de voir les choses et de les contextualiser aussi. C'est-à-dire que je verrai pas les mêmes choses en 2024 qu'un personnage en 1939. Évidemment, c'est pas le même monde. Donc voilà. Monsieur Akli Tadjer, on a le premier volume, le deuxième volume, le troisième volume qui est sorti. Oui. Le troisième volume qui est sorti.
Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas arrêté au volume 1, un one shot seulement? Pourquoi est-ce que Monsieur Akli Tadjer se sentait obligé peut-être ou c'était nécessaire pour vous de faire des suites? Bah, vous savez, quand je suis arrivé à la fin d'Amour et de guerre, la fin de la guerre, et je me suis dit, mon personnage, il a encore des choses à me raconter. Sa vie ne s'arrête pas là. Et qu'est-ce qu'il a à me raconter encore? Ben, c'est qu'après la guerre, la vie continue. Et qu'est-ce qui se passe? Et puis, qu'est-ce qui se passe après la guerre pour un personnage comme ça? D'abord, il a appris beaucoup. C'est plus le même homme. En 5 ans, il a grandi, je vous dis, il a mûri, voilà, forcément. Hein. Et je me suis dit, et puis au sortir de la guerre, quand même, le monde, il a changé. C'est-à-dire qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le monde a changé plus que maintenant. Et pourtant, on a des chaos, etc. Il a changé quoi? C'est que l'Union soviétique, c'est devenu un empire, même s'ils ne veulent pas l'admettre, mais c'est devenu un empire avec tous les pays satellites. La France, c'est le déclin de l'empire colonial, avec d'abord l'Indochine, et ensuite l'Algérie. C'est le déclin de l'empire colonial. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la création de l'État d'Israël. Il faut savoir qu'en 1948, quand l'État d'Israël a été créé, c'est-à-dire que c'est devenu un État, il n'y avait que 37 pays à l'ONU. Pas comme aujourd'hui, etc. C'est-à-dire que c'est 37 pays qui ont décidé de la création d'un État. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul État qui a été créé. Les autres n'ont pas été créés parce que ils existent de par des frontières qui ont été créées, par exemple en Afrique. Quand on voit les frontières de certains pays, on imagine bien quelqu'un au ministère des colonies françaises, il est 6h moins 5, bon, il prend sa règle, et puis il tire des traits, il dit voilà, là, ça va être le Tchad, là, ça va être machin truc, et ça s'est fait comme ça. Je veux dire, quand vous voyez une frontière au milieu du désert, c'est un grand trait, c'est quoi cette frontière? Alors que c'est les mêmes peuples qui sont de l'autre côté. Mais c'est des pays qui ont une histoire, qui ont un peuple, etc. Mais la création d'un État pur dans un autre État, même si c'était pas un État, la Palestine, mais il y avait des Palestiniens, etc. C'était reconnu comme tel, même si c'était à chaque fois sous administration ottomane ou anglaise et tout, mais il y avait un territoire qui s'appelait la Palestine. Et c'est la première fois qu'on crée un territoire pour un autre peuple. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de juifs en Palestine, mais il y en avait beaucoup. Par exemple, à Jérusalem, il y avait plus de juifs que de musulmans et de chrétiens. Mais dans les autres villes, il y avait plus de musulmans. Donc, vous la connaissez aussi bien que moi, cette histoire, on crée un peuple parce que ces 37 pays qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, en fait, ils culpabilisent, à la vérité. Donc, ils culpabilisent. Et comme beaucoup de ces juifs, qui étaient essentiellement des juifs des pays de l'Est, ne voulaient plus retourner dans les pays, vous avez souffert, par exemple, à Varsovie, vous avez souffert dans les ghettos. Enfin bon, bref, toute la déportation du peuple juif des pays de l'Est, il voulait pas, on peut le comprendre. Je veux dire, un juif français, quand il voit toute sa famille qui est partie dans les fours, il n'a peut-être pas très envie de revenir où il habitait avant. Quoi. Donc, comme ça culpabilisait tellement, on a dit, on va vous créer un foyer. D'ailleurs, au début, ça s'appelait un foyer. Ça s'appelait même pas un État, c'était un foyer juif. Donc après, ce qui s'est passé, on a viré les Palestiniens, etc. Toute cette histoire. Et moi, ça m'a intéressé de raconter cette histoire à travers le regard d'un jeune Algérien, justement, de ce truc, parce que sinon je m'en fous. Je veux dire, tout le monde a raconté cette histoire. Mais je me suis dit, voilà, tu as 25 ans et tu te retrouves en Palestine, quoi. Comment tu découvres ce monde? Parce que tu ne le connais pas. Qui connaît en 45 quel est l'Algérien qui va en Palestine? Personne. Personne. Déjà, ils sortent même pas. Ils vont ni au Maroc, ni en Tunisie, ni rien. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire en Palestine? Et moi, ça m'a intéressé ce regard, justement, parce que qu'ils découvrent aussi que combien la réalité du monde elle est complexe, combien elle est complexe. Comment, je sais pas, ils découvrent, par exemple, moi, par exemple, ma mère, elle n'imaginait pas possible que on soit arabe et chrétien. Elle
disent, non, mais c'est pas possible. Mais parce qu'ils ont vécu dans un environnement où ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et quand vous avez mon personnage, Adam, quand il va là-bas, il découvre des chrétiens. Et donc, il se pose des questions. Il en rencontre une main et qui lui dit, mais vous savez, chez vous, vous avez un de nos maîtres à penser, peut-être le plus célèbre des célèbres de la chrétienté, c'est Saint Augustin. Il est de chez vous en Algérie. Et lui, il ne le sait même pas, ça. Et c'est vrai, il ne le sait pas, d'ailleurs. Surtout, surtout quand on le resitue dans le contexte. Ils ne savaient rien, les gens. Saint Augustin, évêque d'Épône, là-bas, qui sait ça? Ça n'a pas de sens. Moi, je suis intéressé que le personnage soit confronté à toute cette histoire, qui est son histoire aussi, d'une certaine façon. Voilà pourquoi j'ai voulu écrire une suite, parce que je me suis dit, ce personnage a des choses à me raconter encore. Et puis pourquoi j'ai voulu terminer par 62, parce que, d'une certaine manière, la boucle est bouclée, quoi. Donc, est-ce qu'on peut attendre un volume 4 ou pas, Monsieur Akritadjer? Classe. Non, là, c'est bon. C'est bon. Est-ce que Non, vous êtes sûr? Il ne mais veut pas dire autre chose, Adam? Peut-être qu'il veut raconter autre chose, Adam, non? dans le 3, vous savez, je fais raconter les 5 derniers mois de la guerre d'Algérie, mais par le fils. Parce qu'il a un fils qui s'appelle Adam aussi. Et donc, il décide de rentrer en Algérie. Et je vous fais le pitch un peu quand même, parce que... Alors, Adam Junior, il est devenu avocat. Le fils est devenu avocat. Et il a un fan, il a un truc de maître Vergès. Donc, il décide de rentrer à Alger pour défendre la cause. Parce que voilà, son père a inculqué dans cette histoire de la liberté, de l'audace, de l'amour des siens, et il décide de rentrer à Alger justement pour défendre. Il rentre dans un petit cabinet d'avocats à Alger. On est en mars 62. Hein, en mars 62. Les accords d'Évian viennent d'être signés. Et le 26 mars, il y a une grande manifestation à Alger, organisée par l'OAS et les Français d'Algérie, qu'on appelait les Européens d'Algérie. Et donc le voilà qui rentre en Algérie avec son père, à Alger. Et lors de cette manif, il y a eu 2 coups de feu qui ont été tirés d'un balcon. Et en fait, il n'y avait plus de flics à Alger pour assurer la sécurité des gens. Et ils ont mis l'armée devant, l'armée française, des jeunes appelés. Et les jeunes appelés, en fait, ils ne sont pas du tout faits pour faire du service de l'ordre. Et donc, il y a 2 coups de feu qui sont tirés. L'armée tire dans la foule, et c'est la première fois que des Français tirent sur des Français. Je crois qu'il y a eu 200 morts, je ne sais pas quoi, mais c'est un carnage, un bain de sang. Et l'histoire, en fait, nous rattrape, parce que le jeune, on finit par rattraper... là, on est dans l'histoire maintenant. Ça, c'est le fait historique. Maintenant, je raconte l'histoire. On finit par rattraper... Ça, c'est l'histoire. On finit par attraper la personne qui a tiré. Et la personne qui a tiré, c'est une jeune femme de l'OAS, qui a le même âge que lui, 25 ans, et qui est très Algérie française. Et le jeune Adam Junior, qui rêvait d'avoir une grande histoire, défend des militants du FLN, enfin les plus grands, et son patron lui dit, tu voulais avoir une grande histoire, moi je t'en donne une, et il lui demande de défendre cette jeune femme. Vous imaginez le cas de conscience? Là, on est dans le volume 3. Donc ça, c'est le pitch du volume 3. Voilà. C'est très attrayant. Hein. C'est très attrayant et donc, on est plus dans l'histoire. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans l'histoire. Hein. Après, on est dans l'histoire des personnages, parce que à partir du moment où vous sortez des discours et vous vous retrouvez avec une personne qui a votre âge, qui vit dans le même, mais qui ne voit pas l'avenir de la même manière, et qu'en plus vous devez la défendre, vous imaginez un peu comment ça travaille dans votre tête. Et donc, moi, ça m'a intéressé de le mettre dans cette problématique-là, quoi. Et en même temps, il lui dit ses vérités, parce que sinon, ça n'a pas de sens de défendre quelqu'un. Et il dit pas de vérité, quoi. Et à partir du moment où et si vous voulez, à partir du moment où vous discutez avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions que vous, à partir du moment où vous croisez son regard et que vous échangez, évidemment, si vous n'êtes pas
complètement bordé. En fait, il y a des choses qui finissent par bouger même dans votre tête à vous, sans pour autant perdre de vos convictions. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous vous dites, mais comment elle arrive, elle, cette jeune femme qui a mon âge, à penser exactement le contraire de moi, alors qu'on vit au même endroit? Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, c'est ça qui m'a intéressé. Voilà, c'est cet état psychologique entre ces deux personnages qui ont le même âge et puis on connaît la fin de l'histoire, surtout. Et justement, par rapport à votre personnage, par rapport à Adam, Adam avait, vous dites Adam ou Adam? Vous l'appelez comment? On dit Adam, hein. Adam. Il n'y a qu'en France qu'on dit Adam. D'accord, donc c'est Adam. D'accord. Alors, Adam. Adam, dans les pays, il y a que les Français qui disent Adam. Donc, très bien, Adam. Alors, Adam a une tante ou avait une tante, Safia. Cette Safia qui n'était pas appréciée du tout, hein, n'était pas appréciée par tout le monde et surtout n'était pas appréciée par Adam. Et pourtant, lorsqu'il était en France pour la guerre, il est retourné en Algérie pour enterrer sa tante. Oui. Pourquoi est-ce qu'il retourne en Algérie, sachant que les moyens de locomotion à cette époque, c'était pas facile, pas comme maintenant, et pourtant il est retourné en Algérie pour enterrer sa tante. Est-ce qu'il est retourné par nostalgie, même s'il l'aimait pas au fond, ou bien par devoir? Pourquoi? C'était en fait ça un petit peu la question que je me suis posée. Est-ce qu'il est retourné pour enterrer sa tante? Parce qu'en fait, il sait que c'est son histoire finalement. C'est le seul bout d'histoire qui le reliait, quoi, d'une certaine façon, à l'Algérie. Oui, on peut très, d'ailleurs on le voit, on peut être très bien algérien et vivre ailleurs qu'en Algérie. Mais il y a toujours quelque chose qui vous rappelle d'où vous venez. Même si je connais des gens, ça fait 50 ans qu'ils ne sont pas allés en Algérie. Mais quand vous parlez avec eux, vous avez l'impression qu'ils y sont allés hier. L'Algérie est toujours dans leur tête, quoi. C'est incroyable. Je dis, même 50 ans, ils ne sont pas allés. Et parfois, je rencontre, vous imaginez, je fais plein de rencontres et tout, je rencontre des pieds noirs. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas cette nostalgie-là, vous voyez ce que je veux dire? Comme je n'y ai pas vécu, je n'ai pas la nostalgie de, oui, etc., on vivait tous ensemble et tout, alors je n'y crois pas une demi-seconde. Mais quand je les entends parler, ils me parlent, mais j'ai l'impression, ils ont, je sais pas, 90 ans, 85, j'ai l'impression qu'ils sont partis hier. Ils me parlent de choses que je ne connais pas, de fait. Et moi, je n'arrive pas à, si vous voulez, à avoir une complicité, une espèce, parce que je vois beaucoup de gens qui viennent d'Algérie et tout, qui ont une espèce de complicité avec ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quelque part, ils ont un peu partagé la même histoire. Tu te souviens, Robert, machin truc et tout. Mais moi, j'ai pas cette complicité-là. Moi, j'ai jamais bu de coups avec Robert. J'ai pas de copain Robert de Babel-Oued, ni machin. Mes copains, ils sont pas là, quoi. Mes copines, je sais pas, je partage pas cette histoire. Donc, en fait, ce qu'ils comprennent pas bien, c'est que je n'ai pas de complicité avec ces gens-là sur l'Algérie. Moi, l'Algérie, je l'ai connue indépendante. Je ne l'ai pas connue avec des pieds noirs, je ne l'ai pas connue avec des Européens, je ne l'ai pas connue avec des Juifs, je l'ai connue avec des Algériens. Donc, vous voyez, je n'ai pas cette histoire en commun avec eux. Et en fait, moi, les pieds noirs, on disait les Européens d'Algérie, parce que vous savez pourquoi on disait les Européens d'Algérie? Parce que, en fait, il y en a très peu qui venaient de la métropole, qui sont venus coloniser l'Algérie. En fait, ils étaient à peu près 10-15%. C'était beaucoup des descendants de militaires qui avaient fait la conquête. Et puis, c'était beaucoup d'Alsaciens dont on voulait se débarrasser, etc. Sinon, l'essentiel, c'était des Espagnols, des Italiens, des Maltais, des Grecs aussi, etc. Et donc, ces gens-là... Pardon? Des Portugais aussi. C'est-à-dire des gens qui n'avaient, à la vérité, aucune histoire commune avec la France métropolitaine. Et c'est pour ça que ça a été si violent les derniers mois de la guerre de l'Algérie, parce que ces gens-là, en fait, comme ils n'avaient aucune histoire avec la France métropolitaine, ils ne s'imaginaient pas partir ailleurs. C'était pour eux, c'est partir où ils n'allaient pas retourner au Portugal, en Espagne, ou je ne sais où. Donc, pour eux, c'était un autre exil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est pour ça qu'ils étaient si haineux, si hargneux, et
si violemment attachés à l'Algérie. Parce qu'ils disaient, mais si on part là-bas, si on repart de zéro. En plus, en France, ils les prenaient beaucoup, comme ils y connaissaient rien à cette histoire de la guerre d'Algérie, les Français, ils pensaient que c'était des Arabes, les pieds noirs. Ils les ils les prenaient pour des Arabes. Alors pour eux, c'était comme si on les insultait encore. C'est-à-dire que c'est une espèce de mépris double. C'est-à-dire qu'en France métropolitaine, on ne pouvait pas les saquer, pour pas les faire dire, parce que les gens disaient que c'est à cause d'eux que nos enfants partent faire la guerre d'Algérie. Et en plus, pour eux, en métropole, pour eux, c'était des étrangers, quoi, en fait, qui arrivaient. D'ailleurs, c'était des étrangers, la vérité. Ils avaient des cartes d'identité françaises, mais c'était des étrangers, parce que, comme je viens de vous le dire, ils arrivaient de partout. Donc, pourquoi c'était si violent? C'est parce qu'ils ne s'imaginaient pas un autre destin ailleurs, quoi. Et d'ailleurs, je vous remercie, Monsieur Akhil Tadjer, parce que quand j'avais lu ce passage de cette fameuse Safia qui est détestée par tout le monde, et surtout par Adam, il est retourné quand même pour l'enterrer. Vous avez su quand même transmettre cet amour de la filiation. Oui, c'est important. Et c'est très important. Justement, c'est très important parce que là, il y a quand même s'il n'aimait pas cette tante, mais c'est une part de lui. Quand même, oui, dans le tome 1, quand il raconte qu'elle vient tout le temps chez lui, etc. Et enfin, il l'a décrit comme quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir. En fait, elle vient tous les jours. Il l'a décrit comme quelqu'un, mais il la supporte parce que c'est la seule tante qu'il a, c'est la seule histoire qu'il a, en fait, qu'il rattache à ce village. Parce qu'en fait, à partir du moment où elle décède, qu'est-ce qu'il retient à ce village? C'est pas les murs d'une maison qui vous retiennent, c'est les gens. C'est l'amour des gens, c'est la convivialité, c'est même parfois même la détestation des autres qui fait que vous restez là parce que vous vous dites, voilà, tant que j'ai pas réglé mon histoire avec lui, etc., ou avec elle, je partirai pas. Vous voyez, mais à partir du moment où ces gens n'existent plus, vous n'allez pas regarder, il n'y a plus personne, vous allez regarder les arbres pousser, vous allez regarder les moutons en train de brouter, ça n'a pas de sens la vie sinon. Voilà, c'est pour ça que c'est important entièrement d'accord avec vous, entièrement, et ça laisse réfléchir beaucoup de personnes qui sont peut-être en désaccord avec des membres de leur famille. Donc, ça peut pousser à la réconciliation. Hein. C'est important d'aimer, c'est important d'être pas d'accord, c'est important de se détester, de se réconcilier, parce que vous savez, quand on a 20 ans, par exemple, hein, on a l'impression que la vie, ça dure l'éternité. Et puis quand vous arrivez à mon âge, vous apercevez que en fait, la vie, ça dure le temps d'une étincelle. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps à rien, quoi. Il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est l'audace, c'est l'amour, c'est la liberté. Voilà, c'est ça l'essentiel. Tout le reste, on perd son temps, quoi. Effectivement, je partage à 100% ce que vous dites, Monsieur Akhil Tadjer. Et on a dit qu'il y a un peu de vous chez Adam. Il y a un peu de vous. Eh ben oui, parce que il est d'une région, c'est Bouzoul, c'est ça, la région Bouzoul. Donc c'est un patelin en Kabylie, hein, en Algérie, en Kabylie. C'est votre patelin, hein, vous, c'est ça? Ah, voilà, Et c'est le patelin de mes parents, quoi. Ça s'appelle Bouzoulem. Hein. C'est pas Bouzoulem. En fait, vous connaissez, enfin, El Khsar, voilà, on va dire que c'est la grosse ville, et puis c'est à la sortie de cette ville, voilà, il y a un petit village accroché à la colline, là, comme dans la chanson de Maxime Le Forestier. Et puis voilà, c'est un petit village. Voilà, j'y allais quand j'étais enfant avec mes parents, puis ado, et puis j'y suis pas allé pendant très longtemps, et puis j'y suis retourné, et puis voilà. donc, il y a une nostalgie quand même. Quand Ouais, vous écrivez cette trilogie, vous l'écrivez avec nostalgie en partie. sûr, mais parce que moi, comme j'ai toujours vécu dans le tumulte de Paris, etc., voilà, ma ville, j'allais dire ma vie, c'est Paris. Et, et vous savez, quand j'étais à l'école,
euh, le seul Parisien, c'était moi. Et je t'assure, le seul Parisien qui était né à Paris, c'était moi. Et ils arrivaient tous de province. Et qui, il était breton, qui Auvergne et tout. Et, euh, et moi, la seule histoire à laquelle je pouvais me raccrocher, c'était de dire, moi aussi, je viens de loin, je viens de Kabylie. Alors, moi, j'étais pas né en Kabylie. Et personne ne savait où c'était la Kabylie. Et moi, ça me plaisait parce que, comme ils connaissaient pas, ça me permettait d'inventer un pays extraordinaire que moi, je ne connaissais même pas non plus. Donc, voilà, c'est pour ça que les écrivains sont aussi un peu mythomanes. Ils s'inventent des, ils s'inventent des châteaux en Espagne. Et moi, j'avais fait de ce village un truc extraordinaire, quoi. C'était mieux que les plus beaux villages de Bretagne, de Normandie, de tout ce que vous voulez, quoi, alors que je ne connaissais pas du tout, quoi. Et donc, j'avais besoin de me raccrocher à ce village. Et puis après, quand je l'ai découvert, je sais pas, j'avais 12-13 ans, euh, et je me suis dit, bon, ben, c'est vraiment la campagne. Il n'y avait rien. J'avais le sentiment que euh, le temps passait pas. Je me souviens, j'avais une montre. Je sais pas, 12-13 ans, j'avais une montre. Et je passais mon temps à regarder les minutes et les secondes qui passaient pas. J'avais Et, qu'il ne se passait rien. et pourtant, c'est le meilleur endroit pour écrire. Il y a le calme, il y a la verdure, le temps ne passe pas vite. Qu'est-ce que vous Ouais. en pensez? Ah, moi, j'ai besoin de voir des gens. Hein. Vous savez, le plus dur pour moi dans mon travail d'écrivain, le plus dur, hein, c'est de rester assis. De rester Ah ben, assis longtemps. justement, on va y arriver sur la méthode d'écriture, etc. Le plus On dur, va y c'est de voir des parce gens. que vous avez besoin de voir des gens lorsque vous écrivez, vous avez Ah, besoin de sortir. globalement, j'écris le matin. D'accord. Vous écrivez le matin. D'accord. On va arriver à la méthode d'écriture juste avant ça, puisqu'on reste dans cette histoire, l'histoire donc la trilogie d'Adam, d'amour et de guerre. Monsieur Aklitadji, est-ce que vous avez lu Les Vertueux de Yasmina Khadra? Non, j'ai pas lu les vertus de Yasmina. Moi, je l'ai lu. Oui. Je l'ai lu, et pour moi, ces deux-là Mm. sont sortis presque en même temps. Alors, je ne sais pas quel est le. Je sais que le vôtre est sorti le premier, et Mm. puis le deuxième, Les Vertueux. Mais je ne sais pas quel est l'écart. Euh, C'est-à-dire, est-ce que Le mien, c'est il quelques est. mois? Je crois qu'il est. Le mien, il est sorti en février 21. Et le sien est sorti en septembre ou en octobre de la même année. De la même année. C'était la même année, exactement. Et là, quand j'ai lu, moi j'avais lu en premier Les Vertueux, et puis ensuite, j'avais lu la quatrième de couve de votre roman, donc d'amour et de guerre. Je me suis dit, mais je retrouve presque la même histoire. Moi, je vous donne mon appréciation. Alors, on trouve un Kabyle qui vient de Douar, donc un endroit vraiment très reculé de la Kabylie, qui s'appelle Yassine Cheraga. Pareil, nous avons Adam qui vient de Bouzoul, Bouzoulem. un aussi, pardon? Bouzoulem. Bouzoulem, oui, je dis Bouzoul, c'est Bouzoulem, effectivement. Donc, qui vient de Bouzoulem, donc un Kabyle qui vient d'une région très reculée. Pareil, il y a ici un Gaïd, il s'appelle Gaïd Brahim, c'est le chef de la région. Mm. Ici, nous avons aussi un chef de la région. Ça parle de la guerre contre les Boches. Mm. Yassine Cheraga, malgré lui, on va le trahir. Donc le Gaïd Brahim va le trahir, vraiment suite à une promesse. Il va partir faire la guerre contre les Boches en France. Pareil, nous avons Adam qui va faire la guerre contre les Boches en France. Malgré eux tous les deux, il y a une histoire d'amour incroyable. Ici, il fait tout pour retourner pour voir sa dulcinée. Et pareil, Adam, il fait tout pour retourner voir Zina. Sauf que là, Zina, c'est une autre histoire. Elle a été mariée. On va pas spoiler l'histoire. Mm. Et puis, ça se passe là en 1914 et 1936, mais quand même la guerre contre les Boches. Et là, je me suis dit, il y a Même, vraiment. je pas les Boches. Hein. Pardon?
Moi je dis les Allemands, je dis pas les Boches. Oui, mais à un moment donné, c'est écrit les Boches. C'était écrit à un moment donné, mais oui, vous dites les Allemands, tout à fait. Ça veut dire, donc on lui dit la traduction, mais ça fait pas partie de son vocabulaire. C'est ça qu'il voulait dire. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ces deux, enfin le vôtre, vous le connaissez, les Vertueux, vous n'avez pas encore Non, lu, non. et je me dis, mais c'est quelle coïncidence. Est-ce que ça a été discuté peut-être entre vous? Je suis un petit peu intriguée, je me pose la question par rapport à cette coïncidence. Bah, vous savez, il y a des coïncidences. Moi, Yasmina Kadra, je ne le connais quasiment pas. Je le croise, on se dit bonjour. Enfin, on a comment dire, des relations polies, mais je ne le connais pas, la vérité. Donc, et je vous ai raconté la genèse de cette histoire. C'est-à-dire que je voulais raconter celle de mon père, et ce qui a été le détonateur, c'est d'avoir rencontré ces travailleurs, ces militaires sénégalais qui étaient dans des fronts de stalag. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous racontez une histoire, d'abord, je l'ai écrit avant lui, bien avant lui, et parce qu'entre le moment où vous remettez votre manuscrit et le moment où il est publié, c'est pas une semaine hein, qui se passe. Hein. Il se passe 7-8 mois à l'avance. Donc, et puis, que vous dire d'autre? En fait, peut-être que vous allez voir d'autres romans qui racontent les soldats de la coloniale qui ont été embringués dans des guerres, etc. Vous allez en voir d'autres, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet générationnel, parce qu'on ne nous a pas parlé de cette histoire. Moi, je vais vous dire, si j'avais pas rencontré ces tirailleurs sénégalais, bardés de médailles, qui m'avaient dit j'étais prisonnier dans un camp de travail en France et il y avait des Algériens et tout, j'aurais pas écrit d'histoire. Je veux dire, j'aurais pas écrit d'histoire parce que je leur dis ça m'intéresse pas. Raconter des soldats qui se sont retrouvés dans une guerre, mais voilà, bon, voilà, c'est 1000 romans écrits là-dessus. Moi, ce qui m'intéressait justement, c'était cette part de l'histoire française qu'on nous a pas racontée. Moi, c'est ça qui m'intéresse, vous voyez, comme dans D'amour et de guerre, quand je raconte l'histoire du recteur Ben Gabrit qui sauve des juifs. C'est ça qui m'a, moi, on me l'a pas raconté, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de découvrir qu'il y avait un Algérien qui s'appelle Mohamed El Mahdi, qui a créé la brigade d'Afrique du Nord. Moi, c'est toute cette part d'histoire qui m'a intéressé de mettre en fiction. Après, je ne sais pas si Yasmina Kadra, il parlait de la mosquée de Paris et de la brigade d'Afrique du Nord et de Mohamed El Mahdi, etc. Je ne sais pas s'il parle de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, Ce c'est n'est pas raconté. Ce n'est pas raconté, mais il y a beaucoup de ressemblances, mais ils sont magnifiques tous les deux. Mais vraiment, tous les deux, c'est de très, très belles histoires. je veux dire. Euh, l'idée d'écrire sur cette. Enfin, lui, c'est 14, c'est même pas 39. Alors, c'est même pas 39, et 14, c'était déjà une autre boucherie, hein, déjà, donc c'est pas les mêmes guerres. Mais l'idée de raconter l'histoire pourquoi, en fait, euh, dans les deux cas, enfin, je pense, dans les deux cas, c'est un Kabyle. Pourquoi? D'abord, parce que moi, je suis Kabyle, donc en gros, je sais de quoi je parle et d'où je viens. Mais c'est parce qu'en fait, c'était la région certainement la plus pauvre d'Algérie. Et donc, c'était là où il y avait le plus d'immigration et c'est là où vous retrouvez, par exemple, euh, dans les tirailleurs algériens, qu'on appelait les tirailleurs algériens. Vous savez, il y a eu des mutineries en 42, etc. L'armée française les a hachés à la mitraillette. Eh bien, contrairement à ce qu'on peut imaginer, euh, beaucoup s'engageaient dans les tirailleurs algériens, parce qu'il faut contextualiser. En 42, c'est la France à 100%, donc il n'y a même pas d'idée, même s'il y a déjà un peu des mouvements indépendantistes, mais bon, on connaît le poids de l'histoire. Eh bien, vous savez que moi, c'est ce que j'ai appris. Les gens qui s'engageaient dans les tirailleurs algériens, c'était souvent le dernier de la famille qu'on ne pouvait plus nourrir, parce que c'était souvent des fratries énormes, 8, 10 enfants, et la moitié crevait de faim, et le dernier s'engageait dans l'armée pour pouvoir bouffer. En fait, c'était souvent ça. Et il n'y avait pas de dire je m'engage dans l'armée française parce que c'est formidable, c'est extraordinaire. Non, je m'engage parce que je vais manger. Et on est, et ça, ça va depuis le début de la conscription des soldats algériens qu'on a obligés à rentrer dans l'armée et tout. Et après, il y a eu des corps qui s'appelaient les tirailleurs sénégalais où on envoyait le dernier. On disait on n'a rien pour te nourrir, la maison elle est trop petite et tout. Tu vas trouver à la caserne, tu vas dormir, tu vas manger. Ça se passait très très souvent comme ça. Et c'était pas des gens qui avaient une fois une ébranlable au drapeau bleu blanc rouge. Ils en avaient rien à foutre. Ils savaient qu'ils c'était une manière voilà.
de survivre, on va dire. Oui, une manière plutôt de survivre, effectivement, c'est ça. Et vous avez raison. Enfin, ce qui a été choisi, c'est des deux jeunes gens, deux jeunes guerriers venant du fin fond de la Kabylie, parce qu'à cette époque, c'était la région en fait la plus pauvre d'Algérie, effectivement. Ça match, ça sonne Rien. juste. Enfin, vous connaissez la Kabylie, c'est que de la montagne, quelques oliviers. C'est pour ça que le salut, il était souvent dans l'exil. C'est pour ça qu'on trouvait beaucoup dans l'immigration Oui, kabyle. En France. beaucoup plus. Beaucoup plus, c'était 70-75%. C'est parce que c'était le plus pauvre, il va où il y a de la lumière pour manger. Hein. C'est pas plus compliqué. Il dit là-bas, pouvoir manger, ramener 3-4 sous à ma famille, etc. Et puis je vous dis, il faut resituer tout ça dans un contexte. On peut pas prendre sa famille, truc, et puis en faire une généralité. C'est plus complexe que ça, malheureusement. Oui, je suis d'avis. Monsieur Akli Tadjer, parlons de l'écriture maintenant. Est-ce que Monsieur Akli Tadjer, lorsque vous écrivez, vous lisez en même temps? Est-ce que vous Euh, lisez beaucoup lorsque vous écrivez ou bien vous mettez la lecture en pause? bah, ni quand j'écris, ni quand j'écris pas. En fait, je lis pas beaucoup. Je lis pas beaucoup, en fait. Et j'ai beaucoup lu, mais en fait, je lis peu maintenant, en fait. Et Vous avez retenu justement quand on parle de la lecture, vous avez beaucoup lu. Vous avez beaucoup lu quoi exactement? bon, Quels sont les livres qui vous ont marqué? Peut-être ici, les membres vont prendre note aussi. non, bah, parmi les écrivains algériens, moi, il y en a un que, que je mets nettement au-dessus du lot, c'est Rachid Mimouni. Pour moi, c'est un très très grand Algérien. Et puis, qui est-ce que j'ai aimé Tahar Djaout aussi. Et j'avoue que mes compétences s'arrêtent un peu. J'ai lu Boualem Sansal aussi, mais bon, j'ai un peu des réticences parce que des fois, le personnage, il est gentil, hein, c'est quelqu'un de gentil. Parfois, il a une vision du monde que je ne partage pas, mais en même temps, c'est bien aussi de- D'avoir d'avoir des avis différents, tout à fait. des traditions. En même temps, ça, c'est bien, quoi. Et puis alors, sinon, il y en a plein d'autres. Hein. J'ai Sinon, lu la Garcia. littérature hors algérienne, qu'est-ce qui vous retenez quoi? Quels sont les chefs-d'œuvre que vous avez appréciés, que Bon, vous avez gardés en mémoire? pas de qualité, mais j'ai beaucoup aimé Victor Hugo. D'ailleurs, non, c'est dans le dernier que j'en parle. Victor Hugo, j'ai beaucoup aimé. Après, vous savez, c'est des lectures qui vieillissent. Et non, mais je vous assure, hein. Par exemple, là, récemment, parce que en fait, les gros livres, ça me casse la tête. Je ne vous cache pas, je me vois mal partir pour 600 pages ou je sais pas quoi. Ou alors il faut que je reste 6 mois avec une jambe cassée dans un lit, que je puisse pas sortir. Mais avec votre stratégie, ça va nous faire 1000 pages et quelques à Clitagère, que nous lirons avec joie, avec grand plaisir. Regarde, les livres qui font. Ouais, par exemple, j'ai lu La Métamorphose de Kafka. Là. J'ai acheté, je me suis dit 80 pages, c'est bon ça. C'est bon, 80 pages, c'est c'est dans mes cordes. Et alors au début, j'ai eu du mal à accrocher. Puis finalement, je suis rentré dedans et je me suis posé plein de questions en fait. C'est rare les livres qui vous obligent à la question. Mais comment il a pensé à ça? Pourquoi? Machin, trouver sa façon de voir le monde et comment il meurt, etc. Et tout. En si peu de pages. C'est ça qui est le talent. Et, euh, et pourtant, c'est ennuyeux. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand vous lisez ça, il C'est ennuyeux, mais y a quelque chose dans c'est parce qu'on veut connaître qu'est-ce qui va devenir après cet insecte-là, ou ce phare. Oui, c'est dans sa tête que ça se passe. c'est dans sa tête, effectivement. Donc, c'est sa manière de voir le monde, c'est sa manière de penser le monde. Après, vous vous dites, mais est-ce qu'elle est intéressante, sa façon de penser le monde? Parce qu'au final, en fin de compte, c'est un mec qui ne veut pas aller bosser. C'est ça. Et le fait de ça, d'un seul coup, ça le met dans un état
enfin, il sublime quoi cette histoire. Et il s'invente un monde, il s'invente c'est un insecte, etc. Et c'est ça qui est fascinant. Vous dites comment un esprit humain pense à ça à partir de l'histoire d'un type qui veut pas se lever pour aller travailler. Et il y a le fond des pouvoirs qui vient voir pourquoi il veut pas venir travailler, etc. Moi, c'est ça, ça m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'intéresse parce que ça va au plus profond de la vie humaine. Je vois. Il est comme nous, hein. Il est comme vous, il a comme moi, il a un cerveau, il a des yeux, il a une bouche, il pense. Mais à un moment donné, il se passe quelque chose qui ne se passe pas dans ma tête et dans la vôtre. Il se passe dans la tête de cet homme et qui se dit, je vais écrire cette histoire. Et ce qui est, voilà, et ce qui est fort, c'est que si vous voulez, quand vous êtes écrivain, en fait, vous écrivez une histoire que personne ne vous demande, en fait. Qui a demandé à Kafka d'écrire cette histoire? Personne. Personne ne peut lui dire, écoutez, ça serait bien que vous écriviez une histoire où vous êtes un insecte. Personne ne peut dire ça à quelqu'un. Tu peux m'écrire une histoire, mais tu es un insecte. Tu me racontes le monde vu à travers le regard d'un insecte. Personne. Mais c'est ça qui est fantastique en même temps dans les choses qui nous dépassent. Vous savez, quand vous écrivez, hein? Vous savez, quand vous écrivez, il se passe des choses dans votre tête que vous ne pouviez pas soupçonner, mais même 10 secondes avant. Même 10 secondes avant. C'est-à-dire que et c'est ça qui est fou. Par exemple, vous écrivez sur l'enfance. Par exemple, vous avez besoin dans un roman où vous racontez un passage qui se passe dans ce qu'on appelle l'école maternelle en France, la petite école. Vous avez 4-5 ans. Et a priori, dans votre vie de tous les jours, vous ne pensez jamais à ça. Ça n'a aucun sens de penser à ça. Quand vous arrivez à un certain âge, de penser ce que vous faisiez à 4-5 ans et tout. Eh bien, il suffit que vous écriviez. Après, il s'est passé des choses entre 4-5 ans et 70. Il s'est passé 65 ans. Et ce qui est inimaginable et incroyable, c'est que si vous avez besoin de mettre ce personnage dans l'esprit d'un gamin de 4-5 ans, eh bien, vous avez tout qui vous revient. C'est-à-dire que votre cerveau, il a emmagasiné des choses et des choses et des choses et des choses qui parfois ne servent à rien. Mais après, c'est comme un tiroir. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé quand, je sais pas, j'avais 4 ans, j'étais où, etc. Et vous revoyez le film qui se déroule. Et ça, c'est fantastique. Mais ça vaut pour tout. Et pour que ça marche, en fait, ça marche qu'à l'écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans la vie de tous les jours, enfin, je ne sais pas pour vous, mais personne ne va vous demander tu faisais quoi quand tu avais 3-4 ans. Qui va vous demander? Personne ne pose cette question. Mais il n'y a que quand vous avez une feuille de papier et un stylo et que vous mettez à réfléchir qu'il se passe quelque chose d'inouï, quoi. D'inouï. Et après, bon, les souvenirs on les bricole, on les façonne, on les rafistole parce que finalement, ils n'existeront que le temps de votre existence. Vos souvenirs vous appartiennent. Une fois que vous n'êtes plus là, et les souvenirs partent avec vous. Mais c'est fascinant. C'est-à-dire qu'on a tendance, ou on a l'impression qu'on a oublié notre passé, notre enfance, notre adolescence. Peut-être qu'il y a pas mal de passages où nous pensons qu'on les a oubliés, mais quand on se met déjà à l'écriture, on voit comme si que ça a été mis dans des tiroirs et on commence à se rappeler finalement des choses qu'on a oubliées. Vous avez raison, l'écriture, c'est un miracle. C'est un miracle. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, dans Amélie Nothomb, je commençais à me poser cette question parce que Amélie Nothomb, elle est trop dans la biographie, hein, l'autobiographie. Et elle parle beaucoup de son enfance, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans et même bas âge. Et on se pose la question, comment est-ce qu'elle se rappelle de tout ça? Ben, je pense que c'est ça la réponse. C'est quand on commence à écrire, il y a des flashbacks qui nous reviennent, certainement. Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. C'est tout à fait ça. Et puis, parfois, c'est des épisodes. Mais c'est que quand vous écrivez, parce que finalement, si vous voulez, même avec des gens qui sont très proches et tout,
et qui sont très un frère, une sœur, etc. Même le même souvenir, il est vu de façon différente. Alors que vous avez vécu tous les deux la même chose au même moment. Et vous vous racontez, tu te souviens, ça c'est, je sais pas quoi, quand on avait 7, 8 ans et tout. D'abord, peut-être qu'il va pas s'en souvenir, lui, du moment du moment dont vous parlez, peut-être qu'il va s'en souvenir, ou s'il va s'en souvenir, il va s'en souvenir vaguement parce que c'était pas important pour lui dans sa vie à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et vous, ça va être pareil. Il va te dire, ou elle va vous dire, mais tu te souviens, machin truc, on avait rigolé, on était avec un. Et vous, c'est un truc que vous avez complètement zappé, quoi. Et c'est ça la magie des livres, parce que vous savez, par exemple, quand vous lisez, deux personnes lisent le même livre, il y a des personnes qui vont être touchées par certains passages, parce que ça va les renvoyer à quelque part, une part de leur histoire, d'émotion, de violence ou de rire, ou d'émotions positives qu'ils ont vécues. Et la personne à côté, en fait, elle va le lire, mais pas plus que ça, quoi. Parce qu'elle n'a pas été percutée par ce moment. Et vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça la force d'un livre. Et c'est même toute la différence avec le cinéma. Parce que quand vous êtes au cinéma, vous êtes tous, enfin, nous sommes tous à regarder la même image au même moment. Les mêmes émotions. En gros, on rit au même moment, on est au cinéma, on est au même moment et tout. Mais un roman, par exemple, donc c'est une émotion collective. Mais un roman, c'est une histoire entre l'auteur et vous. Hein. Vous êtes deux. Dans un roman, il n'y a pas 50 000 personnes qui interviennent. C'est votre histoire. C'est un auteur qui vous raconte une histoire à vous perso. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est toute la différence. Oui, absolument d'accord avec vous, tout à fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas la même perception des choses pour certains passages. Tout dépend du vécu de chacun. C'est exactement ça, d'où la magie de l'écriture et de la lecture, ou bien la magie de l'écriture qui réveille certains ressentis en nous et certains sentiments. Monsieur Aklitajer, tout à l'heure, vous avez dit, vous ne pouvez pas rester. Excusez-moi. Oui. Pas pouvoir rester. Je resterai bien très très longtemps avec vous, mais je vais pas pouvoir. On pas rester encore très très longtemps. Non, C'est ça non, que je bien voulais vous dire. sûr, c'est la dernière question par rapport à la méthode d'écriture. Alors, pour la méthode d'écriture, vous avez dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas rester longtemps assis. Alors, quelle est votre méthode d'écriture, justement, monsieur Aklitajer? Bah, Ou déjà, votre j'ai une. discipline, hein, ou votre discipline Non, non, d'écriture? mais parce que, et puis vous avez mille raisons d'être distrait quand vous êtes tout seul. Vous voyez, je sais pas, regardez la télé 5 minutes, vous dites 5 minutes, ça dure 1 heure. Il y a l'appel du frigo, il y a tout ce que vous voulez. Mais en fait, ma technique d'écriture, justement, c'est. Alors, je peux la donner hein, aux gens qui nous écoutent, c'est que quand j'ai fini, je finis jamais ma phrase. Je, voilà. Comme ça, c'est comme du tricot, si vous voulez. Je reprends où j'ai laissé. Parce que si je termine, je mets un point. En fait, j'ai du mal à rallumer la chaudière. Parce que, tandis que quand c'est pas fini, j'ai l'impression de reprendre l'histoire où j'ai laissé, etc. Et ça, c'est une technique que j'ai éprouvée et ça marche pour moi, quoi. Je ne vais pas dire que ça marche pour tout le monde. Mais, et puis voilà, quoi. Et puis j'aime raconter des histoires. Le fond de l'affaire, il est là. Mais lorsque vous écrivez, monsieur Aklitajer, vous êtes du matin ou du soir? Vous avez dit du matin. Vous écrivez le matin très tôt, c'est ça? À la Amélie Nothomb, 4 heures du matin, c'est ça? Ou C'est encore la nuit, ça prend. au réveil? Oui, bon, pour certains. Moi, Donc, vous écrivez le matin toute la journée ou vous êtes là toute la journée à écrire ou vous faites des pauses? non, mais, non, je fais pas de pause parce que si je fais des pauses, je me connais, ça devient des grandes pauses. Mais par exemple, il y a quelque chose que j'ai aussi appris en écrivant, c'est que l'imagination, c'est un muscle. Oui, C'est-à-dire, plus vous la travaillez, plus il vous vient des choses. tout à fait. Et, et donc, et plus il vous remonte des choses, dans les choses dont on parlait de l'enfance, etc. Et tout. Mhm. À vous d'en faire une histoire de tout ça, en fait. Parce que, bah déjà, notre vie, c'est une histoire. Hein.
Voilà. Bon, on sait quand on est né, on sait qu'on aura une fin, et puis entre les deux, bah, à nous de nous raconter la histoire, ou de vivre la plus belle histoire. Et moi, c'est ça qui me fascine en fait. Parce que, par exemple, mon père, il comprenait pas que, je savais pas ce que ça voulait dire écrivain. Pour lui, c'était quelque chose de tellement abstrait, parce qu'il était analphabète, vous savez. Euh, Moi, j'avais des parents analphabètes, mais dans beaucoup de cas, pour moi, c'était une chance d'avoir des parents. Je leur raconter ce que je voulais. Il ne pouvait pas. Mon carnet de notes, je pouvais lui dire que tout le monde me trouve formidable et tout, alors ce n'est pas vrai du tout. Et donc, finalement, quand vous êtes gamin, c'est une chance. Et enfin, je dis ça d'une façon un peu cynique, mais ben, voilà, j'en ai joué, on va dire. Mais ce qui me. Oui, il disait, quand les gens lui disaient, mais il fait quoi ton fils exactement? Il ne savait pas, il disait, il raconte des histoires aux gens. Et donc, en fait, c'est ça, je raconte des histoires aux gens, en fait. Et ouais, je trouve que c'est un beau métier de pouvoir raconter des histoires aux gens, et puis que ça puisse les toucher, que ça puisse les renvoyer à leur histoire, et parfois que ça puisse les heurter. Vous savez, moi, je vous raconte ça d'une façon tout à fait aimable, mais je me suis très souvent retrouvé face à des racistes notoires, hein, et, et d'une violence. Et alors, au début, moi, j'avais pas l'habitude de cette violence, qu'on m'agresse finalement. Et bah, avec le temps, en fait, j'ai pris ça. Euh, finalement, je préfère rencontrer des gens comme ça, quoi. Parce qu'au moins, ça me permet de. Si vous voulez, quand vous avez des gens gentils, en fait, vous êtes obligé d'être gentil. Même s'ils ne pensent pas la même chose que vous. Parce que comment être désagréable avec quelqu'un qui est aimable, même s'il n'est pas d'accord avec vous. Mais quand c'est des gens comme ça qui aboient un peu, en fait, je peux leur dire leur cas de vérité, en fait, ça ne me gêne pas du tout. Et je peux être très, très Tout à fait. violent, très. J'ai aucune culpabilité, mais je ne vais pas envoyer balader quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi si en plus cette personne me le dit de façon aimable. Que c'est des gens un peu violents, mais ça ne me gêne pas un peu d'être aussi agressif qu'eux et puis de leur dire leur cas de vérité, enfin ma façon de voir et de dire comment eux je les perçois. Et, et voilà, mais je ne savais pas qu'aussi que des romans pouvaient aussi susciter autant de haine. Euh, Surtout en France en ce moment. Surtout, vous avez vu les histoires que je raconte, c'est pas très très complaisant. On peut pas Oui, absolument, c'est ça. dire que je suis là pour leur faire plaisir. De toute façon, je suis pas là. Quand on écrit un roman, on n'écrit pas un roman pour faire plaisir à personne. On écrit un roman parce on pense qu'on a des choses à dire. À dire, tout à fait. Voilà. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Ou même tant mieux d'ailleurs. Et Je suis. au moins, ça fait une différence. Voilà. Voilà, mon cher Mathieu. Merci beaucoup, Monsieur Akli Tadjer. Merci pour votre disponibilité, pour votre temps. Un dernier conseil que vous pouvez donner en une phrase Ouais. à tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture. Vous leur dites quoi, Monsieur Akli Tadjer? Je leur dis une seule chose, n'écoutez pas ceux qui vous disent tu vas perdre ton temps. Parce qu'on ne perd jamais son temps en écrivant. Voilà. Laissez les bourricots auprès et vous serez heureux. Merci beaucoup. Merci pour ce précieux conseil. C'était agréable de vous avoir ce soir, de discuter avec vous avec sincérité et franchise. Merci pour les pépites que vous nous offrez à chaque fois. Nous attendons le troisième avec impatience. Et Monsieur Akli Tadjer, voilà, désolé pour les membres. Il y avait des questions, il y avait beaucoup de questions, je suis sûre et certaine, mais je ne vois pas les questions dans le chat. Je vais tout à l'heure vous taguer. Quand vous aurez le temps, vous pouvez répondre à nos chers membres. Merci beaucoup, Monsieur Akli Tadjer, et au plaisir donc de lire le troisième volume. Au revoir et bonne soirée. Merci.